Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Mosaïque Cristal, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce mercredi 16 mars 2022. Du gaz de charbon lorrain pour réduire la dépendance au gaz russe. C'est une proposition faite par la Française de l'énergie, une entreprise basée à Pompierre. Elle propose d'extraire le grisou présent en quantité en Moselle-Est. Opération de remplacement d'une pompe de forage hier à Sarin-Smain. Une défaillance électrique sur le moteur a nécessité l'intervention d'une équipe de Veolia sur cette pompe qui alimente une partie de l'agglomération. Les élus de l'agglo ont planté des arbres aux abords de l'Europole 2, un aménagement à but écologique et qui permettra aussi la réduction du bruit pour les habitants situés en face de la future usine REC Solar France. Premier anniversaire pour le marché des producteurs de Lambar. Malgré le mauvais temps, le public s'est déplacé pour cet événement et rencontré les producteurs et artisans locaux. Et enfin, fin des masques et du pass vaccinal depuis ce lundi. Malgré plus de 50 000 cas enregistrés chaque jour, c'est un retour à la normale en demi-teinte qui s'annonce. Et la fin du pass vaccinal, ça veut aussi dire plus de monde dans les bars et ça tombe à pic puisque demain c'est la Saint-Patrick et on va en parler aujourd'hui dans notre chronique du jour avec Morane. Et oui, on va surtout parler de l'histoire, des origines et promis, on va pas trop parler de bière. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Et en fin d'émission, on s'intéressera aussi à l'orientation des adolescents, une préoccupation importante chez les jeunes, souvent indécis et c'est normal quant à leur avenir professionnel. On verra quelles solutions existent pour les aider. Mais l'actualité, c'est aussi la guerre en Ukraine qui a mis en lumière la dépendance énergétique des pays européens aux hydrocarbures russes. La France dépend à 25% du pétrole russe et de 25 à 50% pour le gaz. L'Union européenne a déclaré à plusieurs reprises vouloir réduire drastiquement sa dépendance aux énergies russes. En Moselle, la Française de l'énergie propose d'extraire du gaz de charbon présent en grande quantité en Moselle-Est. Explication dans ce reportage. La dernière mine sur le secteur a arrêté son activité en 2004, mais ça n'a pas pour autant fermé le chapitre de l'exploitation sur le territoire. La Française de l'énergie, une entreprise basée à Pompierre, a pour projet depuis de longues années d'extraire le gaz de couche de charbon, plus connu sous le nom de grisou. Cela doit alimenter les foyers aux alentours avec un gaz made in Moselle. Aujourd'hui, dans les galeries minières qui ont été creusées du temps de l'exploitation des HBL, on ne peut plus intervenir dessus puisqu'il y a eu un ennoyage. L'eau est remontée et tout est noyé en fait en sous-sol. C'est pour ça que nous nous intéressons aux veines de charbon qui sont intactes, qui n'ont pas été touchées et finalement qui se trouvent en périphérie du bassin minier qu'on a pu connaître du temps de l'exploitation des houillères. Des tests ont été réalisés et semblent concluants. 190 milliards de mètres cubes pourraient être extraits au maximum en Moselle-Est selon une estimation. Un projet de longue date rattrapé par l'actualité avec la guerre en Ukraine. La France dépend entre 25 et 50% du gaz russe. Ce gaz mosellan permettrait d'être plus écologique. Là encore, une étude indépendante par un institut allemand de l'université de Heidelberg a prouvé que l'empreinte carbone de ce gaz lorrain est 10 fois moindre que du gaz importé de Russie notamment. Donc il y a un intérêt environnemental, il y a un intérêt économique pour la région. Ce gaz lorrain peut contribuer pour partie à l'indépendance énergétique du pays. Pour l'extraire, la technique de forage serait utilisée, jusqu'à 1000 mètres sous terre pour atteindre les veines de charbon. Et c'est avec cette installation que remonte le gaz. Alors juste derrière moi, c'est la tête de puits du puits de la Chambre. La Chambre, c'est le dernier puits qui a été foré par la Française de l'énergie dans le cadre de la phase de recherche et d'exploration. C'était en 2017. La Française de l'énergie a demandé à l'État d'obtenir les parcelles pour concrétiser l'extraction. Pas de réponse pour le moment, mais si le feu vert est donné, la production pourrait démarrer dès 2023. 40 plateformes sont prévues sur le périmètre délimité pour extraire le gaz. Mais ce projet n'est pas vu d'un bon œil par les écologistes et certains élus. De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu et une tribune a été publiée sur France Info en novembre dernier demandant au gouvernement l'arrêt de ce projet. Je cite « Nous refusons le développement d'un projet gazier qui ne peut être que nuisible pour l'environnement et la santé de nos concitoyens. Les tests réalisés ont par exemple exclu la pollution de l'eau malgré la traversée des nappes phréatiques et cette technique de forage ne nécessite pas une fracturation hydraulique. » Et remplacement d'une pompe de forage à Sarin-Smain hier, il s'agit d'une pompe qui assure l'alimentation en eau potable d'une partie de l'agglomération de Sarreguemines. Une équipe de Veolia a procédé au remplacement de la partie défectueuse. On fait le point dans ce reportage.
Voici la partie incriminée et celle qui viendra la remplacer. Une défaillance électrique a été décelée sur le moteur de cette pompe de forage. L'alerte a été donnée il y a 3 semaines déjà, temps réglementaire pour couper la ligne haute tension située au-dessus de la zone, pour louer une grue et un scanner avant le démarrage des travaux. Donc on a retiré la pompe après avoir mis la grue en place et après avoir barré la route. Et ensuite il y a eu le passage scanner qui a duré quasiment 2 heures, il a fallu descendre à 280 mètres. Et puis maintenant on est en train de remettre donc la nouvelle pompe en place. Une journée est nécessaire pour l'opération. En 15 ans, Veolia a dû faire face à 3 reprises à ce genre de défaillance matérielle, ce qui reste une exception. En général, en raison de l'eau féreuse du secteur, ce genre de pompe est remplacé tous les 5-10 ans. Mais celle-ci date de 2021. Là c'est une pompe qui est encore sous garantie, donc on l'avait remplacée l'année dernière au mois de juin, donc là elle repart à l'usine pour expertise. Peut descendre Laurent ? Comment ? Peut descendre encore ? Une intervention obligatoire pour assurer l'approvisionnement de l'eau potable. Pendant l'opération, les habitants n'ont pas eu à fermer leur robinet car plusieurs forages de secours alimentent la ville de Sarreguemines au quotidien. Sur le territoire, 6 forages existent, couvrant la consommation de 15 200 habitants. Les élus communautaires de la Casque ont enfilé leurs bottes. Ils ont planté des arbres le long de la dernière voirie aménagée sur l'Europole 2 à Ambars. En face du site prévu pour l'entreprise REC, un aménagement paysager voit le jour qui n'a pas seulement un but esthétique. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Lier le développement économique et la protection de l'environnement, c'est possible. Et c'est ce qu'ont voulu démontrer les 80 élus communautaires de la Casque. Un grand nombre d'entre eux s'est déplacé à l'Europole 2 à Ambars pour participer à l'aménagement paysager de cette nouvelle rue. Elle fait face au site de 33 hectares prévu pour l'entreprise Rex Solar. Si le projet se concrétise, une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques pourrait voir le jour ici. En attendant la réponse, la communauté d'agglomération poursuit les travaux de paysagement. Ça a un intérêt visuel, puisque esthétiquement, ce sera bien intégré dans le paysage. Et puis, l'intérêt d'adoucir les bruits. Donc, ça aura un effet important pour les riverains qui sont à proximité. Les essences des arbres ont été choisies pour s'adapter au climat et à l'environnement. Des platanes, des érables sycomores, des merisiers, des chênes, des hêtres ou encore des tilleuls. Au total, ce sont 600 tiges qui seront plantées cette année sur cette ZAC, zone d'aménagement concertée. Une zone en pleine expansion avec des terrassements qui se poursuivent pour commercialiser à terme 5 hectares supplémentaires. Il a fêté son tout premier anniversaire ce mardi. Le marché de Lambar a été créé il y a plus d'1 an. Pour marquer le coup, des exposants supplémentaires se sont joints à l'événement. Même si la météo n'était pas propice, cela n'a pas empêché le public d'y faire un tour. Reportage de Thibaut Desmerlet. Un simple projet au départ, mais qui dure déjà depuis 1 an. Le marché hebdomadaire de Lambar en est déjà à sa 52e semaine. Pour marquer cet anniversaire, plus de 9 exposants étaient présents sur le parking de la mairie. On était tellement contents que ce marché ait duré 1 année. C'est un peu difficile, les situations sont toujours un peu fragiles pour des marchés dans des petites communes. Donc on a voulu marquer le coup. On va essayer d'innover avec des nouvelles choses au fur et à mesure pour faire perdurer ce marché. La pluie n'était pas conviée pour cet événement, mais a décidé de s'inviter d'elle-même. Pour autant, elle n'a pas découragé le public qui s'est déplacé pour cet après-midi particulière. Des personnes de la commune et des environs qui sont venues à la rencontre des producteurs, artisans et restaurateurs locaux. La création de ce marché était motivée par plusieurs raisons. Il n'y a aucun commerce dans le village, et puis au moment du Covid, ça permettait de faire ses courses sans aller dans des supermarchés. S'occuper de ce marché et faire venir différents exposants sont des travaux au quotidien pour la municipalité. Mais c'est un rendez-vous devenu incontournable pour plusieurs personnes. Depuis lundi, nous vivons un tournant dans le paysage des restrictions sanitaires. Malgré plus de 50 000 nouveaux cas enregistrés chaque jour, le port du masque et le pass vaccinal ne sont plus obligatoires, sauf dans les transports collectifs et dans les établissements médico-sociaux. Un retour à la normale adopté en demi-teinte par la population. Exemple à Metz dans ce reportage d'Emma Facchetti et Fanny Bragard.
Ça va ou quoi? Des embrassades sans masque sur le nez, cette habitude refait petit à petit surface. Moi ça me fait plaisir parce que comme je travaille dans un magasin de musique, ça fait bizarre de voir la tête de mes collègues enfin. Donc ça fait du bien de voir le visage des gens. Un vent de liberté pour certains, une décision risquée pour d'autres. Dans les rues ou les commerces, les visages restent tout de même partiellement masqués. Certains médecins ne sont pas encore prêts à franchir le cap. Il vaut mieux le garder, les scientifiques disent le garder encore un peu parce qu'il y a encore des restrictions. C'est très tôt. Hier, j'ai regardé la télé, on parlait des hausses de cas. Donc je préfère porter le masque pour me protéger. Chez cette commerçante, le gel à l'entrée et le plexiglas à la caisse sont toujours d'actualité. Mais pour la première fois depuis 2 ans, elle tombe le masque. Ça dépend, hein. Je pense que je le remettrai, je le garde pas loin de moi. On a beaucoup de monde toute la journée dans ce magasin. Je reste prudente. Après, j'imagine que les gens aussi, là je viens de voir des clients rentrer qui sont masqués. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que je préfère. Alors après, moi je dis qu'est-ce que vous préférez vous inquiétez pas, moi je me remasquerai si jamais j'en ressens le besoin. Enfin voilà, trop de monde dans le magasin, oui, je pense que je vais le remettre. Bonjour madame. Bonjour madame. On va prendre 2 petits cafés. 2 petits cafés, voilà. Avec plaisir. Je ne vous demanderai pas de passe sanitaire cette fois-ci. Vous avez remarqué ou pas? C'est une bonne nouvelle pour tous les gens. Boire un café sans scanner de passe sanitaire, c'est aussi une grande première pour cette gérante. Depuis sa mise en place cet été, son chiffre d'affaires a baissé de 40%. Alors cette levée des restrictions sonne comme un véritable soulagement. Les gens, finalement, ils seront contents. Parce que ça leur posait quand même problème chaque fois d'aller chercher le pass, ça prenait du temps pour les serveurs, pour moi-même, et du coup, le service sera plus sympa en tous les cas. Un goût de liberté partiellement retrouvé, puisque le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun, et le pass sanitaire sera toujours demandé à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées. Le centre de ressources de Valmont accompagne des personnes atteintes de cancer, mais il s'investit également pour diverses causes sur le territoire. Pour lutter contre la précarité étudiante, une épicerie solidaire a ouvert ses portes au sein du centre. Un samedi par mois, les étudiants de toute la région peuvent se rendre dans ce local. Ils y trouvent divers produits gratuitement sur simple présentation d'une carte étudiante. Reportage d'Émilie Capodici. Un samedi par mois, une épicerie solidaire pour les étudiants ouvre ses portes dans les locaux du centre ressources de Valmont. Le concept de l'association, c'est juste de pouvoir aider les étudiants. Donc on fait une collecte environ 1 fois par mois en grande surface, le Super U de Valmont ou le Super U de Tain. Et on distribue 1 fois par mois, donc on publie les dates sur les réseaux sociaux via le Facebook et la page Instagram. Et ensuite, les étudiants peuvent venir sur simple présentation d'une carte d'étudiant. Des commerçants locaux participent également, comme ce primeur qui leur a fait don de plusieurs kilos de fruits frais qu'il finance en partie, avec en plus une tirelire dédiée dans sa boutique pour que chaque client puisse participer. Mais l'essentiel des dons se fait en supermarché. On a eu vraiment une très grosse collecte qui a été faite juste avant les fêtes de Noël. Les gens étaient très généreux et on a pu faire plusieurs distributions sur cette même collecte. L'épicerie est ouverte à tous les étudiants du secteur et aucune limite ne leur est fixée. Chacun se sert selon ses envies et ses besoins, le tout entièrement gratuitement. C'est principalement des étudiants du coin, des écoles de Forbach ou de Saint-Avold. Mais après, on parle d'étudiants, on voit souvent des jeunes de 18 à 25 ans. Des étudiants, c'est aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui du coup n'ont plus de revenus fixes et qui font quand même tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir se nourrir et vivre normalement. Produits d'hygiène, produits frais, céréales, pour leur proposer le meilleur choix de denrées, les bénévoles étudient les besoins et les envies des étudiants pour organiser au mieux leur prochaine collecte. Ce qui est parti le plus vite, c'est le fromage. On avait du fromage, c'est parti tout de suite, je n'ai pas compris. Ensuite, ce qui part bien aussi, c'est le riz et les pâtes, et les produits d'hygiène et aussi les gâteaux sur les petits-déj. Alors comme vu, quand on a mis en place, il y a énormément de pâtes. Les gens donnent énormément de pâtes. Ce qu'on a besoin beaucoup, c'est des produits frais, tout ce qui peut être des fruits ou des légumes, parce que ça, c'est des choses qui coûtent quand même plus cher à l'achat, et des produits d'hygiène. Des tables bien organisées, des produits variés et surtout un accueil dans la bonne humeur et sans préjugés. Un concept qui plaît énormément aux étudiants ayant fait le déplacement ce samedi matin. Ils sont cependant encore très peu à pousser la porte de l'association. C'est pourquoi les jeunes bénévoles souhaitent promouvoir l'opération le plus largement possible auprès des étudiants dans le besoin et ainsi faire sauter la barrière de la gêne. Et prochaine distribution samedi 19 mars dans les locaux du centre ressources 22 rue du Ruisseau à Valmont. C'est maintenant l'heure de la chronique culturelle avec Morane.
Morane, t'es de retour, ça fait plaisir de te voir. Et donc comme chaque mercredi, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. La saison culturelle de Sarreguemines se poursuit ce week-end avec le spectacle de Tom Villa samedi soir. Un one-man show sous forme de remise de prix. Le jeune humoriste s'inspire de l'actualité pour allier le quotidien, les personnalités et les événements en tout genre avec élégance et légèreté. C'est à 20h. Informations et réservations sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Côté exposition, vous pouvez encore profiter de l'expo photo Regards croisés à la médiathèque de Sarreguemines. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du festival Migration et vous propose de faire connaissance avec des élèves allophones des lycées de Forbach et de Sarreguemines. À travers leurs portraits, vous découvrirez leur histoire, leur parcours et leur passion. L'exposition se tiendra encore jusqu'au 30 mars prochain. Profitez-en. Et puis pour terminer le week-end en musique, la musique municipale de Sarreguemines vous invite à un concert ce dimanche dans le cadre de Fête de l'Allemand et à l'initiative du département de la Moselle. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim célèbre la fête de l'amitié transfrontalière. C'est à 15h, plus d'infos sur le site internet du parc archéologique. Voilà Margot. Merci Morane, et donc tout de suite tu vas nous parler de la Saint-Patrick. Absolument, comme chaque année le 17 mars, c'est-à-dire demain, on célèbre la Saint-Patrick. On fait la fête, on boit de la bière, à consommer avec modération évidemment. Mais au-delà de l'aspect festif, est-ce que tu sais d'où vient cette fête Margot ? Ça vient d'Irlande, oui, d'Irlande, c'est ça. Mais avant ça, on doit se poser une première question. Qui est Saint-Patrick ? Déjà, c'est un saint, obviously, mais pas n'importe lequel, c'est le saint patron de l'Irlande. Il s'appelle Mawin Succat, de son vrai nom. Il est né au IVe siècle en Grande-Bretagne et en fait, à l'âge de 16 ans, il se serait fait kidnapper et vendu à un druide irlandais avant d'être réduit à l'esclavage. Super sympa le truc. Ouais. Et quelques années plus tard, il réussit à s'échapper. Il va alors étudier la théologie et il deviendra prêtre catholique avant de revenir en Irlande pour prêcher la bonne parole et évangéliser le pays. Et c'est lui en fait qui serait considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. D'accord, donc tout ça finalement n'est que religieux. Et oui, comme beaucoup de nos fêtes traditionnelles, j'ai envie de dire. Et donc plus tard, il prendra le nom de Patrick d'Irlande ou Saint Patrick avant de mourir donc le 17 mars 461. La légende veut que Saint Patrick ait utilisé le fameux trèfle à 3 feuilles pour expliquer la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça. Et la couleur verte et le trèfle sont donc devenus en fait les emblèmes du pays, mais aussi les symboles de sa propre fête finalement. D'accord, donc à la Saint-Patrick, on célèbre son parcours religieux, sa bonne parole, mais pourquoi on boit de la bière ? Parce que là, je vois pas trop le rapport. C'est l'Irlande, Margot. Non, en vrai, on n'est pas censé boire à la Saint-Patrick à la base, parce que déjà, c'est une fête religieuse, mais en plus, le carnaval, il est fini, et on est en plein dans le carême. Eh bien, une nouvelle fois, merci le marketing d'exister. Le trèfle, la Guinness et la culture irlandaise, en fait, c'est un joli packaging pour se faire de l'argent. Résultat, tous les ans à la Saint-Patrick, on boit de la bière, et ce, dans beaucoup de pays du monde et notamment la France. Oui, je crois qu'à New York, le défilé est assez exceptionnel aussi. Oui, absolument. À New York, on fait la fête durant 5 jours même, après le célèbre défilé de la Saint-Patrick sur la 5e avenue. Et c'est donc l'occasion de partager la culture irlandaise, mais aussi de faire la fête et de rencontrer du monde. Les gens s'habillent en vert ou portent un petit trèfle à la boutonnière et de nombreux événements en fait, sont organisés comme des concerts ou des spectacles. Et anecdote, à Chicago, pour la Saint-Patrick, la municipalité verse du colorant vert dans la rivière. C'est une image assez folle. On dirait que c'est photoshopé. Mais oui, un peu. C'est assez incroyable. Donc demain, chez nous aussi, on va fêter la Saint-Patrick. Évidemment, Margot. Alors d'ailleurs, on a la chance d'avoir un pub irlandais sur Sarreguemines. Donc ressortez vos agendas, j'ai de quoi étancher votre soif de culture irlandaise, bien sûr. Alors rendez-vous demain soir au McLaren's pour une soirée aux couleurs de l'Irlande. Le vert est de rigueur, alors il faudra jouer le jeu. Et pour le programme, de la musique, des goodies et des jeux concours, c'est aussi l'anniversaire du bar, entre parenthèses, bon anniversaire. Et attention, on ne le dit jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer bien évidemment avec modération. Toujours, tu nous connais. Oui, voilà. Bien sûr. Merci Morane pour cette chronique. On lance tout de suite une page de pub et on regarde les prévisions météo pour demain. On revient dans un instant avec un reportage sur l'orientation des jeunes, un vrai casse-tête pour les ados. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Moderapita allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, je pense que vous l'avez tous remarqué, les averses d'hier ont apporté avec elles des pluies du Sahara et ça n'est pas passé inaperçu, surtout sur les voitures. Que vous ayez une peinture claire ou foncée, personne n'a été épargné et la couche de sable est assez impressionnante. Et vous êtes nombreux à n'avoir qu'une envie, c'est d'aller laver votre voiture, mais il est préférable de s'armer de patience, d'une part parce que les files d'attente sont longues devant les lavages auto, mais aussi parce que des averses devraient encore tomber demain, même si elles seront moins fréquentes qu'hier. La fin de semaine s'annonce, elle, plus ensoleillée, mais des grains de sable pourraient encore être transportés par le vent. Il est donc préférable pour laver votre voiture d'attendre au moins ce week-end si vous ne voulez pas avoir à la laver tous les jours. Et d'ailleurs, si vous tenez à votre carrosserie, il faudra absolument éviter de passer votre voiture au rouleau ou de la frotter avec une éponge, mais plutôt de la passer au Karcher. Et comme je le disais, pour demain, des averses vont traverser notre département en partant de l'ouest pour s'évacuer vers l'Allemagne en fin de journée. Côté température, on repère quelques degrés avec des minimales qui iront de 4 à 6 degrés et des maximales de 13 à 15 degrés. Demain, c'est la Saint-Patrick et il fera jour de 6h44 à 18h42. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Plate et des langues pour la 24e édition du Miret de Plate. Le Plate se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Nouveau chez Le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, Le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Quel métier voudrais-tu effectuer plus tard? C'est la question posée à de nombreux adolescents. Si certains ont déjà une idée claire dans leur tête, d'autres sont plus indécis. L'orientation est une problématique importante pour les jeunes, qu'ils soient collégiens ou lycéens. Alors quelles sont les solutions pour les aiguiller? Exemple dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Ilan est élève de 3e au collège de Sarralbe. Avant la grande épreuve du brevet, il y a une autre période importante dans son cursus, le choix de son orientation. Ilan sait déjà vers quel secteur il voudrait se tourner. Je vais être dans le secteur du multimédia, tout ce qui touche à l'informatique, à l'audiovisuel, dans le codage, dans filmer des choses, photographe, ça me plairait beaucoup. Il peut cependant être difficile de se projeter à seulement 15 ans dans un futur métier. Et même quand on a une idée, vers quel lycée se tourner dans quelques mois pour suivre un cursus adapté? Selon une étude fin 2020, 64% des jeunes ont admis qu'ils ne savaient pas ce qu'ils souhaitaient faire comme choix d'orientation.
Certains établissements ont alors décidé de les aider sous différentes manières. On démarre au lycée professionnel Tessier à Bitche. Parmi les formations proposées, on retrouve un bac pro métier de l'électricité et ses environnements connectés. La direction a décidé d'inviter des élèves de 3e pour suivre un cours pratique. Les élèves ne connaissent pas, ils connaissent pour l'instant tout ce qui est classique jusqu'à la fin du collège. Mais à partir du lycée, il y a différentes possibilités. Donc il y a l'apprentissage, il y a le lycée professionnel ou le lycée général. Et ceux qui sont en plus grande difficulté ou qui ont envie de faire le lycée professionnel ne savent pas ce que c'est exactement. Il n'y a pas que les collégiens qui sont concernés par les problématiques liées à l'orientation. Au lycée, il faut déjà penser à son parcours post-bac. Vers quelles études supérieures se tourner ? Alors, on retourne à Bitche, cette fois au lycée général. L'équipe éducative a préparé ici des tables rondes avec des professionnels de différents horizons. L'occasion pour les lycéens d'avoir un maximum d'informations. Ça permet de rencontrer des personnes sans nous-mêmes faire la démarche d'aller vers eux. C'est eux qui viennent à nous et du coup c'est beaucoup plus simple pour nous. Pour les métiers qu'on voit, c'est-à-dire professeur ou politicien notamment, mais pour les métiers qu'on ne voit pas, c'est assez difficile de s'imaginer clairement ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Dans tous les établissements, des psychologues de l'éducation nationale assurent des permanences. Les élèves peuvent venir à leur rencontre pour poser des questions et obtenir de l'aide. Ils peuvent aussi prendre rendez-vous au CIO, le Centre d'information et d'orientation. Si on a juste besoin d'une information parce qu'on est déjà très clair dans le projet qu'on a, finalement, c'est surtout de l'information et de l'accompagnement. Par contre, on a parfois des jeunes qui sont totalement perdus. Et à ce moment-là, on est plus sur la passation de tests d'intérêt, de la réflexion, de l'accompagnement pour pouvoir émerger un projet en fait finalement. Et on peut être amené à les revoir plusieurs fois. Retour à Sarralbe, chez Ilan. Outre les actions mises en place dans les collèges et les lycées, des plateformes en ligne existent pour aiguiller les élèves dans leurs recherches. Et pour ceux qui sont totalement perdus, le collégien a un site à partager. Je suis sur oriane.info, je suis en train de remplir un questionnaire et ça me demande par exemple si je veux concevoir des appareils de haute technologie et je dois répondre à des questions si ça me plaît beaucoup, moyennement ou pas du tout. Ça m'aide à réfléchir à ce que je pourrais faire plus tard et ça me donne de nouvelles idées. Et au final, peu importe le choix, il n'est jamais trop tard pour se réorienter si les études choisies ne vous conviennent finalement pas. Direction l'IUT de Moselle-Est, à Sarreguemines. Nous y avons rencontré Stéphane. Il a aujourd'hui 32 ans. Il a travaillé pendant 10 ans en laboratoire, mais a décidé de se réorienter. Quand on est collégien, on lit beaucoup, on s'imagine des choses et en fait, des fois, la réalité est tout autre et on est déçu. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais disons que moi, j'avais plus de plaisir à faire ce que je faisais. Alors, si on est un peu curieux, maintenant, on n'a plus d'excuses à dire on ne sait pas. On peut aller sur place, on peut faire des vidéos, on peut voir tout ça directement avec des professionnels pour se poser la bonne question et se dire tiens, j'hésite entre ça et ça et pourquoi pas visualiser soi-même. Il a effectué un bilan de compétences pour savoir ce qui lui correspondrait au mieux. Il suit désormais une licence professionnelle dans le domaine de la logistique et du transport. Selon un sondage, 14% des jeunes diplômés dotés d'un bac+5 affirment avoir changé d'orientation professionnelle 2 ans après l'obtention de leur diplôme. Donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre choix. Sachez que la réorientation est d'ailleurs moins vécue comme un échec par les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à changer de filière. Et c'est la fin de ce 30 minutes. Demain, retrouvez Julia pour une nouvelle édition à midi. Excellente fin de journée à toutes et à tous sur Mosaïque Cristal.